Bonjour, bienvenue dans ce live imprévu. En fait, je voulais simplement poursuivre un petit peu ce qu'on avait vu ensemble la semaine dernière. Je vous avais proposé un live pour vous aider à débuter, en tout cas au niveau du référencement naturel. Et là, je voudrais aller un tout petit peu plus loin en partageant en fait avec vous 10 actions qui peuvent vous aider à améliorer votre référencement naturel. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le faire en live. Si jamais vous arrivez et que vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Si vous regardez en replay, eh bien, n'hésitez pas également à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vais, durant cette session, partager des liens, des noms d'outils, etc. Je vous mettrai les liens euh, en commentaire. Et voilà. Donc, là, ce que je vous propose, c'est de faire attention à certains éléments qui sont hyper importants par rapport à votre référencement naturel. Et la première chose qui est très importante, et je vois encore beaucoup de sites qui ne l'ont pas, c'est d'avoir un certificat SSL. Donc un certificat SSL, en fait, c'est simplement une indication euh, qui montre à tout l'écosystème web, on va dire, que votre site est sécurisé et qu'il respecte en fait les standards de sécurité du web d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que déjà par rapport à votre cible, je dirais qu'en termes de crédibilité, c'est quand même mieux d'avoir un site avec un petit cadenas plutôt que un site avec au niveau de la barre de l'URL, vous savez, marqué non sécurisé. Si jamais vous voulez vendre des choses en ligne, si jamais vous voulez proposer des paiements en ligne, c'est indispensable que vous ayez un certificat SSL. Et puis au niveau du référencement naturel, c'est un critère positif pour Google si vous avez ce certificat qui est installé. Donc au niveau de votre référencement naturel, vous allez être avantagé. Vous risquez d'avoir un meilleur classement. Ça va pas tout chambouler, mais voilà, tant qu'à faire, hein, autant rajouter des petits outils comme ça qui vous permettent de performer un petit peu plus au niveau des moteurs de recherche. Si vous n'en avez pas, j'ai un tuto sur mon blog, donc vous pourrez voir ça si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez vérifier si vous avez un certificat ou pas, il y a le petit cadenas juste à côté de l'adresse de votre site. Si l'adresse de votre site commence par HTTPS, c'est bon. Si ça commence par HTTP, c'est pas bon. En général, ces certificats sont fournis gratuitement au niveau de votre hébergeur. Donc, n'hésitez pas à voir ça avec eux si jamais vous n'avez pas encore installé le certificat. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre référencement naturel, c'est d'optimiser vos images. Et d'optimiser vos images de deux façons. Alors, si vous me suivez, vous savez que c'est important d'avoir un site qui se charge et qui s'affiche rapidement. L'un des éléments qui fait que votre site est lent, c'est souvent les images que vous y installez. Parce que, voilà, quand on utilise tous les ressources d'images gratuites, comme Unsplash par exemple, on télécharge l'image et puis on compte sur notre magnifique site web pour la mettre à la bonne dimension. Le souci, c'est que même si effectivement l'image est à la bonne dimension sur votre site internet, quand vous la téléchargez pleine taille. Donc, vous téléchargez un visuel qui est lourd. Par conséquent, je vous invite à installer un plugin. Donc, si vous utilisez WordPress, il y a pas mal de plugins qui font ça. Personnellement, j'utilise le plugin WP Optimize qui permet de faire plein de choses, hein, pas juste de réduire le poids des images, mais il fait ça, entre autres. Et donc voilà, c'est un bon compromis, ça me permet d'avoir un plugin qui est plutôt bien foutu et qui me permet d'optimiser mon site de bien des façons. Donc voilà, si vous voulez travailler là-dessus, je vous le recommande. Donc il permet comme ça, automatiquement, dès que vous allez télécharger une nouvelle image, de la compresser et d'avoir un bon équilibre entre poids de l'image et rendu visuel de l'image, parce que c'est aussi le risque. Si vous avez une image qui est trop pixelisée, forcément c'est moche. Donc voilà, c'est important d'avoir ce type de compromis. Et la deuxième option qui va vous permettre d'optimiser vos images, c'est cette fameuse balise Alt. J'en ai parlé sur la page Facebook, vous avez trouvé une vidéo avec un tuto qui vous montre où est cette balise et ce qu'il faut y faire avec. Donc l'idée, c'est que cette balise-là, en fait, donne une indication au moteur de recherche de ce qu'est votre image. Google n'a pas vraiment
ne lit pas les images en fait. Il lit que des textes. Donc si jamais vous ne remplissez pas la balise Alt, là où vous avez une image, il va voir du vide. C'est dommage parce que si cette balise Alt était remplie de manière optimisée autour du mot-clé que vous avez choisi, bah, ça donnerait au moteur de recherche une indication supplémentaire sur la thématique que vous abordez au niveau de votre article. Et du coup, bah voilà, encore une fois, en termes de référencement naturel, c'est plutôt positif. La troisième action que je vous invite à faire pour optimiser votre site, c'est de vérifier que votre site est responsive. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est site moderne, thème WordPress moderne, en général, ils sont bien adaptés. Faites attention quand même parce que bien adapté au mobile ne veut pas dire optimisé. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que vous pouvez avoir un thème qui certes va être responsive, hein, va faire en sorte que voilà votre colonne de texte s'adapte bien à l'écran, que vos images s'adaptent aussi bien à l'écran. Cependant, la mise en page que vous avez choisie et qui est top pour un PC, un écran classique, ne sera pas du tout OK pour un écran plus petit. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que vous ayez un thème qui vous permette de faire des ajustements pour les écrans mobiles. Donc, vous créez votre site internet sur un écran PC et puis vous pouvez le tester sur mobile et par exemple, bah, vous vous rendez compte que sur mobile, bah, il y a un espace qui est trop grand entre un visuel et un texte. Donc, vous pouvez le retravailler à ce niveau-là. C'est un peu, ça affine vraiment les choses, donc c'est beaucoup mieux. Je vous invite à faire ça si c'est possible. Sinon, éventuellement, envisager le changement de thème. Parce que, bah voilà, maintenant, c'est vrai que les gens consultent de plus en plus Internet sur leurs écrans mobiles, que c'est un critère aussi au niveau du référencement naturel. Donc, il y a un moment, il va falloir peut-être songer à modifier tout ça, améliorer tout ça. Ce que vous pouvez faire aussi pour aller plus loin, c'est ce qui s'appelle l'AMP. Alors attention, je vais parler anglais. Accelerated Mobile Pages. En fait, ça permet d'avoir un chargement beaucoup plus rapide des pages sont sur écran mobile, sur smartphone, tout simplement parce que vous allez avoir un design beaucoup plus allégé, une mise en page beaucoup plus légère et du coup, bah, ça va se charger beaucoup plus rapidement. C'est quelque chose que vous pouvez penser à mettre en place. Il y a des plugins. Je vous mettrai le nom. Je sais plus quel nom c'est. Je crois qu'il y a un plugin qui s'appelle, bah, je crois AMP tout simplement, sur WordPress et qui permet comme ça d'avoir une espèce de double site entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez un design pour les écrans d'une certaine dimension et un design plus épuré pour les écrans d'une autre dimension. Par exemple, si vous avez, alors ça ne se fait plus, mais je pense au slider qu'on avait précédemment, ou peut-être que vous avez un bandeau avec une vidéo et que cette vidéo finalement elle n'a pas trop lieu d'être sur mobile, eh ben, vous pouvez la supprimer sans qu'elle soit supprimée de l'écran d'ordinateur. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'ajuster les choses, d'adapter les choses et d'avoir un outil qui va vous aider à rendre votre site plus rapide sur tout ce qui va être smartphone. Cinquième étape que je vous invite à faire, si jamais vous ne l'avez pas faite, et qui va vous aider aussi à améliorer votre référencement naturel. J'en ai parlé dans le live de la semaine dernière, mais c'est quand même quelque chose d'important, surtout que c'est hyper simple à faire. C'est de faire connaître très rapidement à Google votre sitemap. Le sitemap, c'est la carte en gros de votre site internet. C'est là que toutes les pages vont être référencées, tous les articles de blog vont être référencés. Alors après, vous pouvez faire le choix de tout inclure dans le sitemap ou pas, hein, parce que parfois il y a des pages qui sont pas forcément indispensables. Par exemple, moi, je sais que sur mon thème, et je les ai remplis, j'ai la partie portfolio. Oui, je veux avoir un portfolio, je veux que mes visiteurs puissent avoir accès à mon portfolio. En revanche, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi que mon portfolio soit indexé. Donc, je ne l'ai pas mis dans mon sitemap, par exemple. Vous avez le plugin Yoast by SEO ou SEO by Yoast. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Sur WordPress qui vous permet de faire ça, de générer très facilement votre sitemap. Et pour le soumettre, bah, je vais vous préparer un tuto pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. C'est très simple, hein. En fait, vous allez avoir une URL de votre sitemap. En général, c'est mon nom de domaine.com/sitemap underscore index, un truc comme ça, .xml.
Et il suffit de copier ce lien dans un endroit précis de Google et voilà. En fait, l'idée d'avoir ce sitemap, c'est simplement une espèce de carte routière que vous allez donner au robot de Google et lui dire, bon bah voilà, j'ai tout ça de pages, vas-y, va les visiter, indexe-les, comme ça rentre dans sa grosse bibliothèque et quand il y a un internaute qui va faire une recherche, bah, il aura tout à disposition en espérant que vous soyez bien classé. Alors, ensuite, par rapport à tout ce qui va être création et publication de votre contenu. Si vous avez un blog, ce que je vous invite fortement à avoir, et même après, hein, pour vos pages que vous allez mettre en place, ne faites pas l'erreur qui est assez fréquente quand on débute. En fait, on veut tellement bien faire par rapport au référencement naturel, on veut tellement que notre contenu soit optimisé qu'on en oublie presque les personnes pour lesquelles on a fait le site à la base, qui sont quand même vos clients, vos futurs clients. Donc, quand vous créez du contenu, je vous invite à suivre ces quelques règles. La première règle, c'est d'écrire pour votre client idéal d'abord. Pensez d'abord à lui. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il peut y avoir un thème, un sujet qui va être hyper populaire dans votre secteur d'activité. Or, pour une raison X ou Y, ce thème-là n'intéresse pas du tout votre cible. Ça n'a aucun intérêt pour vous d'écrire sur ce sujet-là parce que, bah voilà, ce que vous voulez, vous, c'est attirer votre client idéal et pas des gens qui, voilà, gravitent autour de votre secteur d'activité. Donc, pensez à lui d'abord quand vous cherchez des idées, quand vous écrivez, hein, dans votre façon de vous adresser à lui, pensez d'abord à lui. Ensuite, une fois que vous avez écrit votre texte, vous allez le restructurer pour que ça réponde au code du référencement naturel, en fait, hein, c'est-à-dire, vous le savez, découper le contenu en paragraphes très courts, utiliser des titres, des sous-titres, mettre des liens, vous pouvez mettre des parties en gras, etc., etc. Voilà, essayez de structurer un peu le contenu que vous avez créé. Et ensuite, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez optimiser ce contenu autour du mot-clé, c'est-à-dire rajouter votre mot-clé à des endroits stratégiques de votre contenu. C'est pas, alors oui, il faut construire le contenu autour d'un mot-clé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le mot-clé qui doit dicter la façon dont vous allez créer votre contenu et qui doit dicter le contenu que vous allez créer. C'est vraiment dans l'autre sens qu'il faut considérer les choses parce que ce que vous voulez, c'est que ce contenu-là attire du monde, mais pas n'importe qui, et surtout qu'il convertisse. Vous écrivez des articles de blog pour avoir des résultats. Donc, pensez-y, c'est important. Euh, N'oubliez pas que les gens font appel à vous parce que vous êtes des êtres humains. Donc, voilà, ne pas avoir une écriture un peu robotique ou artificielle, parce que quand il y a un contenu qui est trop suroptimisé, comme on dit, ça fait vraiment artificiel, ça fait... On se sent un peu pris pour des andouilles, quoi. Donc, faites attention à ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, alors, si vous manquez peut-être d'idées, ou si vous voulez écrire un article sur un thème qui intéresse particulièrement votre cible, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir à créer une série d'articles. Je m'explique. Admettons que... Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Je crois que ça veut dire qu'on a de la chance, je crois. Bon, bref. Admettons que vous ayez l'idée d'écrire sur... qu'est-ce que ça pourrait être Une meilleure alimentation, je vous dis n'importe quoi. C'est votre thématique, c'est votre métier. Et vous allez écrire là-dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur un outil tel que Uber Suggest. J'en ai parlé dans le live de la semaine dernière. Je vous ai montré un peu comment ça fonctionnait. Je vous invite à le visionner si vous ne l'avez pas vu. Je vous remettrai le lien. En fait, cet outil-là vous permet d'avoir des idées de contenu associées à la thématique qui vous intéresse. Donc ça, c'est génial parce que du coup, peut-être que dans les idées de repas sains, je sais même pas si c'est ça que j'avais mis. Peut-être que vous allez avoir des idées sur, je sais pas moi, comment faire pousser ses légumes. Parce que en fait, les gens qui sont intéressés par des repas sains ont aussi envie de faire pousser leurs légumes. Et vous voyez qu'il y a quand même un lien, s'alimenter sainement. Ça sort un petit peu de votre contexte, mais ça amène un petit peu de nouveauté. Ça intéresse votre cible et c'est complémentaire. Donc vous pouvez comme ça créer une série d'articles. Après, ça pourrait être peut-être, je sais pas moi, l'organisation.
pour avoir des repas sains. C'est très, très à la mode en ce moment. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez, autour d'une même thématique, avoir plusieurs idées d'articles et ça vous fait comme ça votre contenu éditorial sur plusieurs semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu cet outil-là. Il est super riche et je pense qu'il pourrait vous donner pas mal d'idées. Donc évidemment, quand vous créez du contenu, on en a parlé un petit peu, mais l'idée c'est de mettre les mots-clés à des endroits stratégiques. Donc pour ça, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, mais vous pouvez utiliser le plugin qui est sur WordPress, qui est très populaire, qui s'appelle Yoast SEO. Je vous remettrai le lien. Et en fait, ce qui est bien quand on débute, quand on sait pas trop comment ça fonctionne, bah, c'est que tout simplement, ça vous indique très clairement avec une signalétique très simple de feu tricolore si les choses sont bien optimisées ou pas. Est-ce que vous avez assez de mots-clés dans vos titres? Est-ce que vous avez assez de mots-clés dans le corps de texte? Est-ce que vous avez mis des liens internes? Est-ce que vous avez des liens externes? Est-ce que vous avez votre image? Est-ce que la balise alt est bien remplie? Bon, je ne vais pas faire tout dans le détail, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous invite vraiment à avoir un outil de ce type-là pour vous assurer que les règles de base sont respectées et que vous avez un contenu qui est optimisé. Je viens de vous parler de liens, ça tombe bien, c'est l'autre étape que je voulais voir avec vous, les liens. C'est quelque chose de très important. Essayez d'avoir systématiquement dans tous vos articles de blog un lien qui renvoie vers un autre article. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu passer, j'ai fait quelques contenus là-dessus, des vidéos et des articles. C'est important que l'internaute reste sur votre site internet. Parce que déjà, ça envoie un message positif à Google. Si vous avez une durée de visite qui est importante, ça signifie pour lui que votre contenu est intéressant. Et donc, lui, son objectif, c'est de faire en sorte de présenter du contenu intéressant à ses clients, qui sont les internautes qui utilisent son moteur de recherche. Donc, plus vous envoyez ce signal que votre contenu est intéressant, que les internautes ont envie d'y rester, qu'ils lisent ce que vous faites, mieux il vous référencera. Et puis aussi, c'est aider votre client idéal en lui apportant un contenu complémentaire à un article que vous rédigez déjà. C'est aussi faire le lien entre les produits que vous vendez et les articles que vous proposez. Hein. C'est pas forcément des liens entre deux articles. Ça peut être des liens entre un article et une page de vente, par exemple, ou une page de produit. Ça peut être aussi un lien vers un autre site internet que le vôtre ou un autre blog que le vôtre. C'est ce qui s'appelle un lien externe. Là aussi, si vous pouvez en avoir un ou deux à chaque fois, ce serait vraiment une bonne chose. En plus, voilà, souvent les personnes vers qui vous faites des liens peuvent avoir l'info. Donc, c'est aussi pas mal pour vous faire connaître. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, alors souvent j'ai cette question. Les catégories, les tags ou étiquettes, est-ce que c'est intéressant? Quelle est la différence entre les deux? Alors oui, les catégories, c'est intéressant. Encore une fois, ça permet de donner une indication supplémentaire au moteur de recherche sur la thématique qui est abordée dans le contenu du site. Les tags, c'est la même chose. Ça permet de donner une indication supplémentaire quant à la thématique abordée sur l'article. Et puis, ça permet aussi pour les internautes d'avoir un contenu qui est mieux organisé. Si vous avez vos catégories et que vous les affichez sur votre site d'une façon ou d'une autre, ben voilà, les internautes qui arrivent et qui sont plus intéressés par une catégorie en particulier, ce sera plus sympa pour eux de cliquer sur un bouton et d'avoir la liste des articles correspondants que de devoir scroller et se taper toutes les pages pour trouver l'information adéquate. Alors, comment est-ce que je structure mes catégories, mes tags ou mes étiquettes? Donc les catégories, en gros, ça peut être autour de votre expertise. Vous pouvez découper votre expertise en 3, 4, 5 sous-catégories. Ce seront vos catégories d'articles de blog, par exemple. Et qu'est-ce qui différencie une catégorie d'un tag? En fait, les catégories, c'est le sujet général du site. Par exemple, moi, je peux avoir une catégorie. D'ailleurs, j'ai une catégorie trafic et SEO. Au niveau des étiquettes, ça va être plus spécifique quant au sujet de votre article. Par exemple, si dans ma catégorie trafic de site plus SEO, je peux avoir comme tag mots-clés.
ou alors comme tag lien externe. Vous voyez, ça permet d'affiner un petit peu plus le sujet qui est traité dans l'article. Ensuite, la dernière petite astuce, étape, chose que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser Pinterest pour booster votre référencement naturel. C'est vraiment très très efficace. Alors après, je sais qu'il y en a qui sont courageux et qui utilisent Pinterest sans béquille. Pour ma part, non, j'y arrive pas. Donc j'utilise, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais Tailwind. Bref, je vous mettrai le lien aussi. Donc là, c'est un outil qui vous permet comme ça d'avoir d'épingler régulièrement sur sur vos différents tableaux. Et d'automatiser un petit peu les choses pour gagner du temps parce que sinon, si vous voulez que Pinterest soit efficace, il faut investir aussi du temps là-dessus. Donc voilà, si on peut avoir quelque chose pour nous aider un peu, c'est toujours bon à prendre. Pinterest intéressant parce que c'est un moteur de recherche qui est visuel, c'est vrai, mais c'est un moteur de recherche quand même. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à créer des tableaux, pourquoi pas en rapport avec les catégories de votre blog, et d'épingler tous les articles de blog que vous avez écrits et que vous écrirez par la suite, donc en fonction des différents tableaux. N'oubliez pas dans ces cas-là, si vous vous lancez sur Pinterest, d'avoir des visuels adaptés, d'avoir un descriptif d'épingle optimisé au niveau du référencement naturel. Tout ce que vous avez pu voir au niveau des mots-clés, etc., ça s'applique aussi à Pinterest. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, comment dire, épingler aussi les contenus d'autres entrepreneurs, d'autres blogueurs, etc. Tout simplement aussi parce que ça permet d'avoir une ressource, hein, une espèce de centre de ressources que vous proposez à vos clients idéaux. Donc, c'est aussi leur rendre service. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était donc les 10 actions que je vous invitais à mettre en place régulièrement pour pouvoir améliorer votre référencement naturel. Ah, je vois qu'il y a quelques personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Donc voilà, donc si je résume, les différentes choses à faire, c'est d'installer le certificat SSL, d'optimiser vos images, d'avoir un design responsive, pourquoi pas utiliser l'AMP, sitemap de Google, enfin que vous soumettez pardon à Google, ensuite créer du contenu d'abord pour votre cible et ensuite l'optimiser pour le référencement naturel. Essayez d'enrichir un petit peu votre contenu en regardant les mots-clés qui sont recherchés par votre cible en utilisant un outil tel que Ubersuggest. Optimisez votre contenu avec des mots-clés qui seront mis aux bons endroits. Faire des liens internes, externes. Exploiter les catégories, les tags et utiliser Pinterest. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des pistes pour améliorer votre référencement naturel. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous la regardez en replay. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.